ça va dans l'intérêt sud. Quand on pense à des politiques de gouvernement, notamment si on pense au cas argentin, que c'est celui que je connais le plus dans l'Amérique latine, l'Argentine a une grosse crise écologique depuis quelques années, depuis des décennies, je pourrais dire, avec une perte énorme de tout ce qui est la biodiversité et la qualité de vie à cause de toute cette utilisation des produits agrotoxiques qui sont nécessaires pour les cultures OGM, notamment la monoculture OGM. Donc, quelque chose qui, maintenant, on peut voir, ça se fait d'un point de vue écologique et sanitaire et aussi économique. Donc, ça c'est bon, ça c'est la grosse crise. Et quelque chose qu'on doit penser quand on pense sur la politique de développement, c'est à faire ce travail de manière interdisciplinaire, d'un point de vue social, scientifique, aussi associatif, politique, citoyen, dans tous les sens. Il faut, ce sujet qu'on commence à discuter maintenant, les personnes qui sont plus ou moins engagées à la politique, il faut prendre conscience de l'intérêt des points de vue écologique, sanitaire et économique, et que aussi faire une conception de notre vie, la vie humaine, comme faisant partie de la nature, quelque chose qui n'est pas détaché de tout le reste. Quand on pense à la biodiversité, nous sommes un élément de plus dans tout ce grand système complexe qui est la biosphère, la biodiversité. Donc les cas argentins les plus connus, les plus parlés au niveau international, on a vu des documentaires à la télévision française, on a vu certains cas extrêmes, on parle souvent du glyphosate, comme produit agrotoxique phare ou évident. Ce n'est pas le seul, il faut le dire, il faut se rappeler qu'il y a d'autres produits qui sont peut-être encore plus toxiques que le glyphosate, mais celui-là attire l'attention parce que son usage est souvent associé à certains produits OGM. Et donc ça fait un gros bénéfice pour certaines entreprises multinationales qui, avec tout cet usage de ces produits desservants, garantissent pour eux avoir le monopole de la vente des semences. Moi j'ai travaillé récemment sur les effets du glyphosate, les effets neurotoxiques du glyphosate. En particulier, on sait qu'on les vend souvent ces produits comme quelque chose qui affecte seulement les plantes, mais il y a beaucoup de travaux scientifiques qui prouvent que ce n'est pas le cas, que les animaux comme nous sommes aussi affectés. Et en Argentine, nous sommes maintenant représentés, il y a des médecins qui lancent des alertes sur des problèmes qui affectent directement la population humaine. Donc c'est un sujet que c'est délicat parce que si on pense en Argentine aux années 2000, la grosse crise économique qu'il y a eu, la principale source de revenus pour l'État a été l'exportation de soja transgénique résistante au glyphosate. Donc on a un peu, bien qu'il y a eu des gouvernements qui se sont intéressés à des problèmes de population, ce sujet a resté un peu en dehors de la discussion parce que c'est pas évident de faire une reconversion de l'économie. C'est pas évident, mais c'est pas impossible et c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Ce sujet, bon, on le discute beaucoup, maintenant c'est un sujet médiatisé fortement en France et en Europe parce qu'on discute sur le sujet en Europe et on peut, bien sûr, on a récemment aussi eu des procès réalisés aux États-Unis contre Monsanto. Monsanto et Bayer sont maintenant la même entreprise et ces procès ont établi la responsabilité, voire la culpabilité des entreprises dans les conditions de vie mauvaises, dans des maladies comme les cancers chez certaines personnes. Donc, ce type de débat, il faut le prendre. Je pense qu'il ne faut pas
C'est un sujet important à la partie de l'agriculture, mais il ne faut pas restreindre le débat sur l'écologie à ce sujet-là. Il faut les penser à beaucoup d'implicances qu'il y a en de politiques pensées en développement durable, et si on pense en développement sur le long terme et en développement économique, d'une manière durable, d'une manière aussi avec de la valeur ajoutée. Et on va gagner aussi en qualité de vie, en développement de la culture, donc un savoir-faire, comment produire, comment cultiver, comment profiter pour d'autres types d'activités, et aussi éducatifs, économiques, touristiques, etc. Donc c'est intéressant aussi à penser à comment développer l'économie, mais au bénéfice de la majorité, et pas simplement à des capitalistes spéculatifs qui, des fois, n'habitent même plus sur le terrain et qui, sur le long terme, terminent par un dégât majeur que les bénéfices qu'on avait obtenus au début. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Et comme ça, s'il y a des questions ou des commentaires à poser, je laisse la parole aux autres intervenants, mais s'il y a des commentaires ou des questions, on peut faire un échange entre nous. Merci beaucoup. Que nous trouvons trop peu abordée, trop peu citée sur la faillite environnementale, certes la faillite aussi de notre système, mais je veux parler comme cause principale la militarisation de notre planète. C'est tout. Alors, le mauvais traitement infligé à la Terre et à ses habitants découle aussi de la militarisation. Nous disons que les politiques guerrières sont une entreprise de destruction environnementale. Vous savez sans doute que le mouvement a 70 ans, il a été créé juste après la Deuxième Guerre mondiale et après la Charte des Nations Unies en 1945. Et notre association a pour mission d'associer la population à la défense active de la paix et de la sécurité nationale et internationale selon les principes de la Charte des Nations Unies. Or, dès 1945, l'article 26 de cette charte dit « Les Nations Unies incitent les États à ne détourner vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde. » Or, d'après Ben Kramer, qui est polémologue, la militarisation du monde est la cause principale de la détérioration de nos environnements sur Terre, en mer et dans l'espace. Notre planète est de plus en plus abîmée par ceux-là même qui s'en font défenseurs autoproclamés des forces armées. Il y a un constat qui date du 14 novembre, un rapport qui dit que la plupart des pays du G20 ne vont pas assez vite dans leur lutte contre le réchauffement climatique, voire ils vont même dans le mauvais sens, chemin contraire à la transition des pays du G20 d'une économie brune basée sur les énergies fossiles, vous entendez, à une économie verte dont on tourne vers les énergies renouvelables. Effectivement, les subventions consacrées aux énergies fossiles ont doublé en 10 ans, de 75 milliards de dollars en 2007 à 147 milliards en 2016. Les émissions de CO2 augmentent dans 15 pays du G20 qui dépendent encore à hauteur de 82% des énergies fossiles. Je sais qu'en Argentine, le secteur de l'économie est dominé par les énergies fossiles telles que le gaz naturel et le pétrole. Mais vos émissions, les émissions de CO2 liées à l'énergie par habitant en Argentine, étaient en 2014 identiques à la moyenne mondiale et supérieures de 84% à celle de l'Amérique latine. Ça, c'est des chiffres. Pour l'heure, aucun
des pays du G20 ne se conforment aux objectifs des accords de Paris. Mais nous nous posons cette question en tant que pacifistes, pourquoi ne jamais mentionner les pollutions liées aux activités militaires? Pas un mot sur l'activité militaire, sur les 32 731 mots, c'est important, du rapport de l'accord de Paris COP21. Pas un mot dans les rapports du GIEC. Omission bien étrange. Pourquoi les activités militaires sont exemptes des exigences en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Pourquoi le rapport que les États doivent soumettre à l'ONU concernant leurs propres émissions de gaz à effet de serre exclut tout litre de carburant acheté et utilisé dans les interventions extérieures? Ainsi, pour l'instant, vous voyez le problème des gilets jaunes, c'est ça, le samedi. En France, les vrais coupables sont donc les citoyens qui se déplacent avec des voitures polluantes, etc., qui vont donc devoir payer les problèmes pour l'écologie. Le secret de la défense pour la sécurité, dit-on, masque-t-il les pollutions? Depuis 3 ans, il y a une difficulté de trouver les fonds pour appliquer les accords de Paris. Fonds émanant d'ailleurs des plus gros pollueurs, les plus fortunés. Mais pas de difficulté pour trouver de plus en plus de dollars pour les dépenses militaires, pour acheter des armes, pour moderniser l'arsenal militaire, notamment le nucléaire, en violant même les traités signés auparavant. L'Argentine, pas de problème pour payer, si je crois qu'elle a eu des problèmes, pour payer 12 millions de dollars pour les 5 super-étendards qu'elle a achetés à la France en août de cette année. Les dépenses militaires s'accroissent de 1,1% par rapport à 2016 dans le monde. 1739 milliards de dollars pour 2017, mais doublement en 16 ans. En 2016, les dépenses militaires dans le monde ont représenté 2,2% du PIB mondial, ce qui correspond au PIB de la 9e puissance mondiale, le Brésil. Il y a évidemment des disparités entre les pays. Les dépenses en Amérique du Sud, par exemple, en 2016, il y avait moins 7,5%. Mais en 2017, d'après le CIPRI, plus 4,1%. En Amérique centrale, moins 9,1% en 2016, moins 6,6% en 2017. En Europe occidentale, augmentation depuis 3 ans, plus 1,7% en 2017. Hypocrisie, nous disons, hypocrisie, mensonge du gouvernement français, par exemple, avec le Forum sur la paix, et dans le même temps, vote de loi de programmation militaire qui fait un accroissement des budget de la défense, non-respect des droits de l'homme, alors qu'il dit au Forum sur la paix qu'il faut respecter les droits humains, inculpation récente de ceux qui aident les réfugiés, atteinte aux droits du travail, etc. Donc nous disons, comme il a été dit à la COP21, c'est le système qu'il faut changer et non le climat. Pourtant, il y a eu quelques traités internationaux touchant le militaire sur la protection de notre planète. Le premier même en 1978, la Convention ENMOD. Officiellement, Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou d'autres fins hostiles. C'est un traité international visant à interdire l'utilisation de techniques de modification de l'environnement, chose qui avait été faite notamment pendant la guerre du Vietnam. Ça a été signé par beaucoup de pays, pas par la France, par les USA, oui. Et il y a aussi, peut-être le savez-vous, la journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. C'était le 6 novembre. Mais franchement, qui connaît cette journée internationale? Qui connaît aussi le TIAN, le traité d'interdiction des armes nucléaires, adopté en juillet 2017 par 122 pays, mais pas par la France ni les États-Unis, je crois qu'aucun membre du G20 l'a signé. Et évidemment, c'est un traité contre les armes nucléaires, donc pour l'environnement.
Mais il y a des fluctuations dans ce traité. Vous savez que le président Trump a déclaré le 21 octobre que les États-Unis se retiraient du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, traité qui avait été signé en 1987 avec la Russie. Donc, nous disons que la militarisation des pays engendre des conséquences désastreuses sur notre environnement, certes en temps de conflit, mais aussi en temps de paix. Et inversement, nous affirmons que le changement climatique lié aux activités humaines, civiles et militaires vont entraîner des sources de conflits. Or, les pays disposant des plus grands arsenaux militaires sont aussi les plus gros consommateurs de carburant. Un tiers des États les plus industrialisés portent une responsabilité particulière dans le chaos climatique, puisque ce tiers des pays est responsable de la moitié des guerres au XXe siècle. Nombreuses victimes, certes humaines, mais la destruction n'a pas ciblé que des humains sur les champs de bataille, mais aussi sur notre environnement. D'ailleurs, il existe le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, qui s'est engagé dès 2012 à présenter devant l'Assemblée générale de l'ONU un rapport annuel sur l'impact environnemental des conflits armés. Mais depuis 2012, il n'y a eu aucun rapport. Donc je disais détérioration avant un conflit, pendant et après. Je rappelle quand même que le nombre d'hommes sous uniforme, donc le personnel des forces armées, dépasse les 25 millions d'habitants. Les dégâts avant conflit, alors je ne vais pas faire forcément toute l'énumération, mais déjà les budgets de la défense, n'est-ce pas, dans les 19 pays du G20, ça servirait mieux à des créations sociales, d'éducation, de paix, de la recherche civile. Franchement, il y a une recherche militaire qui est importante et qui ferait mieux d'être que civile. Et nous demandons donc la reconversion des travailleurs de l'armée. Dégâts avant conflit, car il y a des émissions de CO2, puisque le secteur militaire consomme 10% des énergies fossiles de la planète. Le pétrole, ça sert d'abord à faire la guerre. L'armée des États-Unis est la plus grande consommatrice de pétrole de la planète. Le CO2 dégagé par les chars, les rafales, etc., c'est très important. Accaparement, dégâts aussi avant conflit, accaparement des terres pour les entraînements militaires. En France, le premier propriétaire terrien, c'est l'armée. Il y a des terrains en Scandinavie pour l'entraînement des différents membres de l'OTAN. Dans l'espace, 52 000 avions militaires sillonnent notre ciel, n'est-ce pas? Plus les drones, plus des objets qui sont actuellement à l'étude pour l'extra-atmosphère. En mer, 150 bâtiments nucléaires, sous-marins, porte-avions, croiseurs. On dit que c'est des dépotoirs. La mer est un dépotoir pour les déchets militaires. Pillage des ressources naturelles dans certains pays. Émission de produits toxiques. Problème des déchets nucléaires, on n'en parle jamais des problèmes des déchets militaires nucléaires, qui représentent 10% des déchets civils, mais ce sont des déchets à plus longue vie. Le secteur militaire est le premier producteur de déchets chimiques et nucléaires. Il y a plein d'autres exemples là-dessus sur l'émission de produits toxiques de l'armée en temps de paix. Les dégâts durant les hostilités, donc ça, vous savez, pollution de l'eau, des brûlures, on brûle les récoltes, on abat les forêts, il ne reste que 2% en Afghanistan. On empoisonne la terre, donc l'agent orange du Vietnam, etc. Il y a même des stocks d'agents orange qui ont été vendus aux agriculteurs colombiens, par exemple, pour éradiquer certaines cultures. À l'heure actuelle, bien, donc les politiques, pourtant, ont essayé de nous vendre le concept de guerre propre. Mais pour nous, une guerre n'est bien sûr jamais propre. Il y a évidemment tous les dégâts post-guerre, et on en a parlé longuement,
après la cérémonie, après les 100 ans de la Première Guerre mondiale. Donc, des guerres post-guerre, les dépôts de munitions, les terrains miniers, les traumatismes des populations. Donc, je ne vais pas reparler de tout ceci. Donc, le mouvement de la paix fait sienne la lutte pour la réalisation des 17 objectifs de développement durable prônés par l'ONU, avec leur caractère universel, l'intégration des 3 piliers du développement durable, l'économique, le social, l'environnemental. Une mention particulière à l'ODD 13, qui est notée comme ceci, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Le 10 décembre, le chef de l'ONU, donc Antonio Guterres, en appelle à la société civile à réclamer des comptes aux dirigeants de la planète. Si nous ne changeons pas d'orientation d'ici 2020, nous risquons des conséquences désastreuses pour les humains et les systèmes naturels qui nous soutiennent. Donc, nous concluons que le système industriel actuel de production et de consommation est injuste et dévastateur, tant écologiquement que socialement, ainsi que le modèle des relations internationales qui affirme que ça rend nos pays en sécurité, ce qui est faux. En réalité, les changements, les transformations dont nous avons vraiment besoin pour affronter la crise climatique sont d'ordre économique, politique et social. Et je finirai avec cette phrase de Federico Mayer qui a été à l'UNESCO. Signer des traités de paix n'aura plus grand sens quand toutes les terres émergées seront désertiques et les océans stériles. Dissocier la détérioration de la planète des activités guerrières ou paramilitaires, cela relève de l'imposture. Nous allons passer à l'intervenant suivant, M. Axel Ojeda, qui va nous parler de ses actuelles recherches sur le domaine de l'agroécologie et des applications particulières. Bon, merci, bonsoir à tous et à toutes. Et je m'excuse parce que je parle mieux le guarani que le français, et alors heureusement mon camarade dira s'il y a quelques fautes. Et bon, c'est ça. Je fais partie d'une équipe, un groupe de recherche à l'Université de Buenos Aires et plus de manière concrète dans l'Université du droit. Et la matière, l'objet, c'est l'impact négatif de la violation des droits humains par les entreprises et les sociétés transnationales. Et on a travaillé, c'est important de le dire, on a travaillé les aspects économiques et les aspects environnementaux aussi. Mais surtout parce qu'on a fait le travail sur une question. On parle de la violence culturelle, qui c'est pas évident, c'est pas courante. Et ça a un impact surtout dans l'Amérique latine, les pays qui sont des colonies, non? Et moi, personnellement, je travaillais les cas d'Haïti. Pourquoi? Parce qu'on a discuté sur la militarisation. Haïti, c'est une case que je trouvais très évidente. Malheureusement, c'est le pays le plus pauvre de l'Occident. Tout le monde connaît ça. Mais aussi, c'est la plus grande réserve d'or du monde aujourd'hui. Et il n'y a pas une code ou des lois de l'environnement. Alors, c'est une situation très intéressante. Et surtout, c'est intéressant que ça a été découvert juste après les catastrophes de 2010. Pardon? Ah, désolé. Et c'est à partir de la catastrophe de 2010 que le monde a découvert que la plus grande réserve d'or est en Haïti. Mais bon, Haïti a suivi l'action de, comment s'appelle, l'Organisation des Nations Unies, ACNUR. Non, c'est pas ACNUR. Mais bon, désolé. Les Nations Unies a travaillé de manière directe avec une intervention militaire.
Et ce n'est pas seulement pour garantir la santé et le bonheur des Haïtiens, sinon surtout pour les questions économiques. Et la liaison directe avec l'environnement, c'est justement que c'est à travers l'intervention militaire qui a essayé de forcer l'exploitation minière, qui heureusement, et grâce à les différentes manifestations populaires, politiques, mais aussi pour une conscience environnementale qui dit ça, mais c'est incroyable, sont aujourd'hui arrêtés à 100%. Il n'y a pas d'exploitation, sauf pour quelques extractions de manière bénévole de part justement des entreprises minières dans le nord d'Haïti, qui sont très proches des portes directement liées à les États-Unis. Il y a une pratique avec les commerces de drogue, alors c'est pas très difficile, la logistique est là. Et bon, heureusement, la population, le peuple haïtien est conscient petit à petit plus, et ça fait l'effort de, même s'il y a une crise économique et surtout politique en Haïti, d'arrêter surtout l'intervention des Nations Unies, mais aussi les fonds monétaires internationaux, qui c'est le premier support de l'extraction minière, payé pour surtout les entreprises d'origine du Canada, c'est proche de 70% des minières en Amérique latine sont d'origine du Canada. Aujourd'hui, ils sont des Chinois aussi, petit à petit plus, et aussi de l'Australie, membre de le G20. Mais bon, je retourne à la question même de la violence culturelle. C'est la moins évidente de tout, c'est pour ça que c'est très important, parce que ça fait possible justement l'exploitation, même la domination, si on peut dire, politique, économique, mais surtout l'Amérique latine est connue pour être la réserve des ressources naturelles aujourd'hui les plus importantes. L'Argentine, surtout avec les lithios, même le Venezuela avec le pétrole, mais le Brésil aujourd'hui avec Bolsonaro, les intentions de déforester toute l'Amazonie. Bon, c'est un petit peu évident qu'il y a beaucoup d'intérêts, surtout sur les pays de le G20 sur l'Amérique latine. L'Argentine, Brésil, Mexique sont des pays qui souffrent beaucoup les conséquences, mais tous les continents. Et c'est dans tous les pays les mêmes conditions, les mêmes actions. C'est pour ça que dans les groupes des travaux de recherche, on a travaillé les côtés théoriques et aussi on a travaillé les côtés pratiques. On a essayé de trouver les cas pour prouver justement l'action de la violence directe, la violence structurelle, que c'est très important, et c'est la participation des institutions de l'État, mais surtout la question de la violence culturelle. Autre bon exemple de la violence culturelle, quand je me rappelle d'Haïti, c'est ça qu'a dit M. Trump sur l'Haïti et des autres pays qui sont des pays de merde. Il a dit ça quand les Haïtiens ont décidé d'arrêter les activités minières, même qu'il y ait d'autres pays de l'Afrique. Ça, c'est de la violence culturelle. Haïti était le premier pays de l'Amérique latine qui a réussi son indépendance. Et c'est pour ça qu'il était très... châtié, exactement. Et même les origines. Et aussi, c'est un pays qui a réussi sa liberté du mouvement des esclaves. Il a réussi à sortir de l'esclavage pour son propre ressource. Dès la France. C'est pas casualité. Et ça a été les mal exemples pour toute l'Amérique latine de la vision de la puissance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même on peut voir la différence entre la République dominicaine, qui a une exploitation minière très importante, mais c'est le bon exemple, à différence de l'Haïti, qui a arrêté toutes les activités minières. Pour laisser les choses claires. Non? Et
On a discuté un petit peu de glyphosate aussi. C'est de ma vision comme avocat. Il y a aussi un travail de part de Monsanto aujourd'hui Bayer, que c'est incroyable. C'est aussi comme Bayer travaille et aujourd'hui qui a acheté la Monsanto et que c'est trop ironique que Bayer travaille la santé, les médicaments, tout ça, et aujourd'hui ils vendent les randos. Mais les origines de Bayer dans la Seconde Guerre mondiale, on connaît surtout ici beaucoup ce qu'il a fait avec les gaz dans quelques centres. Et alors, il y a des siècles, sont des siècles que petit à petit la concentration des capitales c'est plus forte. Le système financier c'est bien lié, c'est nécessaire, c'est les méthodes aussi d'aujourd'hui pour concentrer les pouvoirs, parce que enfin c'est la question du pouvoir. Et surtout avec si en Amérique latine il y a une domination culturelle, c'est plus facile, c'est évident, ça passe aussi dans l'Afrique, ça a passé en Asie, qui aujourd'hui, en Asie c'est une situation très particulière. Mais je vais faire pied dans une question qu'on n'a pas dit aujourd'hui, mais je pense que c'est très important, et c'est les côtés positifs de toutes les questions. Quand je dis c'est les Haïtiens qui sont décidés d'arrêter les activités minières, mais aussi il y a beaucoup d'autres bons exemples comme des réactions, des révoltes contre l'exploitation et dans toute l'Amérique, même dans l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de compagnons, des camarades, je fais un master 2 des droits de l'environnement, la moitié de mes camarades sont de l'Afrique, sont tous intéressés dans les questions de l'environnement, et même si aujourd'hui il n'y a pas une juridiction internationale, même à un niveau national il n'y a pas, et pour juger, pour mettre en justice les entreprises, c'est très important parce qu'on parle des crimes contre l'humanité, mais des côtés des dictateurs, mais pas des entreprises. Ça c'est autre chose à traiter, mais plus au futur, j'imagine. Mais bon, la conscience, aujourd'hui on discute de l'environnement, et c'est pas évident ça, parce que c'est très nouveau. C'est à partir des années 80 qu'on a commencé à discuter de manière plus forte, et aujourd'hui c'est pas folle de discuter de la question environnementale. Et ça fait beaucoup de pieds dans les organisations qui, par exemple, en Argentine, il y a un arrêt contre la fumigation avec le glyphosate. Les entreprises, bien sûr, qui sont très en colère, mais ça a été le succès après une lutte très importante contre le glyphosate. Alors je veux dire qu'il y a une résistance active, très active, et c'est ça la base qui donne l'espoir. Moi, je pense que c'est là qu'on peut trouver l'espoir pour changer les choses, parce que c'est la mobilisation populaire, enfin, qui fait la différence. On a respecté beaucoup de choses des gouvernements progressistes, mais même il y avait beaucoup de contradictions dans les gouvernements progressistes, et ça c'est très important de le dire, parce que je pense que la Bolivie, c'est l'unique pays qui est le plus cohérent. Même l'Équateur, j'étais très heureux de connaître l'exemple d'Équateur. Et finalement, j'ai trouvé que même la Corée a fait beaucoup de choses qui ne sont pas cohérentes du tout dans les questions environnementales. Alors, sans le mouvement populaire, même nous avons l'exemple des droits humains en Argentine, sont là, et on va trouver la réponse. Même ici, nous avons un article très intéressant qui est en Argentine, l'agroécologie porteuse de l'espoir dans les bidonvilles. J'ai travaillé dans beaucoup de projets comme ça quand j'étais en Argentine. Ils sont très petits, mais font la différence et sont de bonnes pratiques. Je pense que j'ai parlé déjà beaucoup. Je vous remercie de votre attention. Et bon, merci. Si vous voulez poser des questions sur les thèmes qu'ont traités nos intervenants. Juridique. Bon, l'exposition des militaires, c'était génial, ça donnait une vision tout nouveau. Mais j'ai entendu que dans l'Amérique latine,
il y avait eu une proposition entre l'Équateur, précisément, et les Sud-Afrique, les pays, l'Afrique du Sud, pardon, l'Afrique du Sud, dans laquelle il essayait de mettre une loi dans les Nations Unies pour protéger les terrains ou les territoires des populations originaires. Ça a été une stratégie, ils nous ont expliqué ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je crois que c'est intéressant au moins de connaître ça, qui était fait pour contrarester les transnationales. Parce que le grand problème des transnationales dans l'Amérique latine, c'est qu'ils se posent dans des territoires qui, en principe, sont des peuples originaires, pour comme ça, et qu'ils sont tous en train d'être reculés pour utiliser les matières premières qui existaient là-bas. Et donc, ces lois, c'était protéger ces territoires et que tous les pays acceptent ça pour ces lois-là, pour contrarester les transnationales. Parce que dans la vérité, les transnationales, ils ont le pouvoir juridique, et, je sais pas, ils ont tellement de personnes qui travaillent pour eux, ils dévient la façon, et toujours ils contrôlent, et finalement, c'est les citoyens, c'est les populations qui sont en faute, et ils ont la raison pour les biens et le progrès normal. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ça, et si on peut savoir légalement si ça marche encore. Surtout académique, mais dans les territoires de la justice, les droits. Le problème, c'est que l'idée, c'est pas mal. C'est ça, je trouve un petit peu étrange que c'est entre l'Équateur et l'Afrique du Sud. Je sais que l'Équateur a essayé de supporter l'idée de créer une cour internationale, mais surtout de l'Amérique latine, à côté de l'UNASUR, créer une juridiction pour juger les entreprises, surtout dans les cadres de blanchiment des capitales et tout ça, mais aussi pour petit à petit avancer sur la question des peuples originaux. L'Équateur, malheureusement, a beaucoup de contradictions dans les côtés de la protection des peuples originaux. Et Texaco, c'est l'exemple de quand a essayé de protéger, mais après, de l'autre côté, a travaillé avec des autres entreprises qui ont fait les mêmes dommages, malheureusement. C'est pour ça que quand je parle de bon exemple, je parle de Bolivie, parce que bon, Evo Morales, c'est le premier à m'intéresser mais toujours le problème, c'est dans ces cas, ou dans tous les autres cas, le problème c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui une juridiction, une compétence pour juger les entreprises. C'est ça le problème. Mais ça, c'est un problème même à niveau national en général. Ce sont quelques pays et surtout qui jugent à niveau administratif, mais pas pénal. C'est pas criminel. Et alors ça demande une explication. Par exemple, l'Allemagne pense qu'une sanction pécuniaire très importante, c'est suffisant. Ouais, peut-être ça fonctionne à l'intérieur d'Allemagne, mais après, ça c'est le problème. Les lobbies s'expliquent pourquoi, c'est le pouvoir que vous y en avez dit, qui sont les entreprises travaillent de manière, c'est incroyable. Quand j'ai commencé à étudier les situations, l'intervention sur Haïti, je dis, oh, c'est plus grand que je pensais. Alors, c'est ça le défi. Le défi, c'est trouver les supports suffisants pour commencer à travailler la question de la compétence de la juridiction sur les entreprises et non seulement sur les États. Parce qu'aujourd'hui, sont les États les responsables ou les dictateurs, si on peut dire. Bon, je pense que, surtout après les cas de Monsanto à l'AI, ça passait l'an passé, qu'il avait surtout, merci à Paul Higgins et son travail de plus de 40 ans d'activité, on discute sur les écocides. Bon, ça commence petit à petit, mais non, il manque beaucoup de choses. Tout simplement, je voudrais donc aller dans le même sens que l'intervention du mouvement de la paix. Effectivement, les guerres
les dangers des guerres nucléaires. Et l'écologie ne sont plus à démontrer. Ça a été longuement développé, je ne viendrai pas là-dessus. Je pense par contre qu'au niveau de... Si on parle d'écologie, si on parle de la terre, peut-être un petit mot sur l'extractivisme en Amérique latine, n'est-ce pas? On a évoqué tout à l'heure les peuples originaires aussi, donc à se croiser des schémas entre l'économie, entre l'écologie, la terre, il y a les peuples originaires, et les afrodescendants. Il y a les extractivismes. Je vous remercie. Il y a d'autres questions? Alors oui, la question est la suivante. Dans la finance, il y a aussi un problème de trouver qui est la personne responsable des problèmes qui se posent. Ainsi, par exemple, dans la crise des subprimes qu'il y a eu, les États ont condamné les banques, mais ne pas condamné les personnes qui donnaient les instructions au sein des banques pour agir de la sorte. Comment est-ce qu'on peut avancer dans la pénalisation, dans la criminalisation des décideurs? Parce que c'est là le problème. Si on arrive à imposer que ce sont des décideurs qui sont les responsables de façon juridique des dégâts qui sont imposés, donc le problème va se poser d'une autre façon parce que les personnes qui risquent d'être incriminées dans les délits vont nécessairement, disons, faire gaffe à ce qu'ils font. Oui, petite précision sur cette histoire de traité international contre les multinationales. C'est effectivement, c'est l'Équateur et l'Afrique du Sud qui ont proposé un projet de traité international pour la responsabilité multinationale sur le problème des droits de l'homme et l'environnement. Et il y a quelques semaines, c'était traité à Genève à l'occasion de la réunion de la Commission des droits de l'homme. Et pour l'instant, c'est une négociation diplomatique sur laquelle l'Équateur, même s'il y a un changement de gouvernement, il continue à soutenir cet aspect. La chose importante, c'est que s'il y a ce traité international pour la responsabilité des multinationales dans les problèmes de l'environnement et du droit de l'homme, après, on peut penser que l'application de ces traités, on peut aller même jusqu'à prendre des mesures contre la responsable de ces multinationales. Et ça va être quelque chose de très important si ces traités, ça marche. Je continuerai là sur ce thème. Ce que je disais tout à l'heure en ce qui concerne les Nations Unies, c'est que les Nations Unies sont à l'origine d'un droit international en ce qui concerne la politique, en ce qui concerne le militaire, avec le Conseil de sécurité, mais en aucun cas en ce qui concerne l'économie. Donc de ce côté-là, au niveau du droit international, ça n'existe pas. Et pour que quelque chose puisse se faire, c'est vrai qu'il faudrait que il y ait des pays qui ont envie de s'engager là, des peuples, etc. Et je voudrais signaler quand même un exemple intéressant qui est évoqué aussi, qui est le traité d'interdiction des armes nucléaires. Il a été élaboré à la fois par un certain nombre de diplomates d'un certain nombre de pays, mais aussi par des ONG qui étaient organisées autour d'un groupe qui s'appelle ICANN, c'est la coalition pour l'interdiction des armes nucléaires, qui regroupe à peu près 400 ONG, dont le Mouvement de la Paix, et nous sommes très fiers, puisque cette ONG a eu un prix Nobel de la paix l'année dernière, précisément par son action avec les Nations Unies, avec les diplomates,
pour faire émerger ce droit d'interdiction des armes nucléaires. Donc il y a toute une... je pense qu'il y a un certain nombre d'actions qui pourraient se coordonner de manière à ce que les individus et les ONG, dans chacun des pays, puissent s'organiser pour faire pression. On a un exemple là tout à fait intéressant qui mérite justement d'être mis en avant. Mais juste pour terminer, c'est vrai que quand il y a des drames au point de vue industriel, les entreprises sont rarement condamnées et les responsables des entreprises concernées sont rarement condamnés. On a un exemple en France, à Toulouse, avec l'explosion de l'usine d'AZF il y a 20 ans. On est toujours en train de savoir qui est responsable. Mais finalement, c'est peut-être la faute à pas de chance. Hein. Il s'est trouvé qu'à un moment, il y a eu une étincelle qui est partie au mauvais endroit et au mauvais moment, etc. Enfin, on est dans un truc qui est complètement aberrant et sur lequel je crois qu'il faudrait qu'on se mobilise les uns et les autres pour faire bouger les choses. Bon, je fais alors la clôture officielle pour la section environnement. Je voulais juste citer une illustration pour les propos que tenait Axel, qui est l'importance de l'action du peuple. Et il y a eu un exemple en Argentine l'année dernière, dans la province de Córdoba, où l'on a empêché l'installation d'une plante, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils allaient fabriquer, une plante de Monsanto. Donc pendant des mois, les gens ont été là, en campagne ouverte, ils se sont installés avec des tentes, et ils ont été là jusqu'à ce qu'il y ait eu des réactions du gouvernement, des réactions municipales, provinciales, et ils ont tenu le coup jusqu'à ce que le projet est tombé. Donc Monsanto a dû renoncer à installer sa plante. Je crois que c'est un endroit qui s'appelle Malvinas Argentinas, hein, c'est ça. Il y a eu d'ici la visite de Manu Chao, qui est venu là chanter pour les gens. Donc je ne sais pas si tu te souviens de... Oui, oui. Bon, Malvinas Argentinas, bien sûr, c'est le mieux exemple que nous avons en Argentine. Mais je pense que c'est Fernando qui connaît mieux la situation, surtout comme spécialiste scientifique, il peut donner des choses. Je peux discuter un petit peu sur la question stratégique, juridique, mais et un petit peu sociale. Mais je pense que si on peut écouter ça que Fernando peut dire, c'est mieux, et même pour l'écouter. Bon, je fais quelques mots finaux. Pour moi, c'était très constructif d'apprendre tout ce que j'ai appris sur la partie militaire, souvent oubliée. Et pas que la guerre nucléaire cause des dégâts avec un niveau écologique, non? Et c'est ce qu'on a aussi appris. Et aussi quelque chose que je redis sur ce qu'a dit Axel, des questions positives de la mobilisation et des effets positifs d'empêcher l'installation de la plante de Monsanto que vous évoquez, ou les lois ou les règlements sur l'épandage des glyphosates, des pesticides à proximité des habitations. Et tout ça je propose que les personnes engagées dans les mouvements politiques, les personnes qui sont des élus et qui ont une vocation progressiste ou populaire, etc., incorporent ce sujet dans leur programme. C'est que ces contradictions évoquées dans certains moments sur le sujet, bon, c'est parce qu'on n'a pas encore incorporé. Donc, c'est tout comme à futur, donc, si on engage des projets, des programmes politiques, j'espère que le peuple, les mobilisations vont être entendues et tenues en compte, ainsi que tous les rapports et le travail qui font les chercheurs scientifiques de plusieurs disciplines sociales et naturelles. Donc, ça nous donne un espoir pour le futur, et bon, maintenant nous à continuer avec notre engagement et notre travail de citoyen. Merci beaucoup. Une petite chose pour ajouter, et je pense qu'aussi on a parlé dans la table antérieure, c'est la judicialisation et la répression
que les États et les gouvernements ont sur tous ces mouvements de défense écologique et que finalement, c'est les mouvements de défense soit de la paix, soit des droits écologiques pour être en écologie, qui sont les responsables. Pas eux, sinon c'est les citoyens ou les organisations ou les peuples originaires qui luttent pour ça. Et finalement, on est les méchants et eux, ils sont les bons malgré qu'ils ne font pour protéger les planètes. Merci. J'ai beaucoup d'admiration pour le peuple argentin qui a toujours lutté de façon très forte. Mais il y a d'autres peuples qui sont très courageux et que la seule chose qui obtiennent, c'est la mort. En Colombie, l'exploitation agrominière est terrible. Les multinationales s'imposent et le gouvernement est complice. Et on tue les défenseurs de la nature.